Alors, bonjour. Donc j'aimerais bien que vous vous présentiez. Votre nom bouddhiste, on va dire, la signification, et puis rapidement combien de temps vous êtes là, et votre rôle et votre engagement au temple. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Voilà, ça fait quand même une bonne quarantaine d'années que je suis moine bouddhiste tibétain. Je suis devenu moine bouddhiste à l'âge de 29 ans. Moi je suis français, parisien. J'ai fait des études de dessin. Et puis dans les années 70, la grande mode c'était d'aller à Katmandou en Inde. Et donc, comme je ne parlais pas bien anglais, donc je suis parti en Angleterre, en Grande-Bretagne, à Londres, étudier l'anglais. Et là j'ai passé une licence. Et c'est en Angleterre en fait que j'ai découvert le bouddhisme pendant mes années après mes études de dessin. Et puis à l'âge de 25 ans, j'ai eu comme une sorte d'appel vers la spiritualité. Donc déjà, ma mère était prof de yoga. Je viens d'une tradition judéo-chrétienne. Donc je suis allé dans les monastères chrétiens. Je connaissais bien l'hindouisme. J'étudiais toutes les religions, le soufisme, etc. Et le bouddhisme. Et pendant donc de 25 ans à 29 ans, j'ai fait des études comme ça. Je suis allé dans tous les centres religieux, les monastères. Et puis finalement, je suis parti en Inde à l'âge de 29 ans, pendant un an. J'ai fait la route. Je suis allé en Inde, au Népal, au Tibet, au Sikkim, au Ladakh. Et c'est là-bas que j'ai rencontré les maîtres tibétains. Et donc, à l'âge de 29 ans, j'ai décidé d'être moine dans le bouddhisme tibétain. Et ça va faire une quarantaine d'années à peu près. Et donc après, je suis revenu bien sûr en France. Et là, nous avons créé des centres. Le premier centre, c'était en Dordogne, à Dakpokaguling, dans les années 75. Et ensuite, on est venu ici, dans les Combrailles en Auvergne, dans l'ancienne maison d'Arnaud Desjardins, au Bost, pour effectuer les retraites de 3 ans, 3 mois, 3 jours traditionnelles. Et nous sommes arrivés ici en 84. Et moi, j'ai effectué 3 fois le cycle de 3 ans, 3 mois, 3 jours, c'est-à-dire une dizaine d'années reclus en retraite spirituelle. Et votre rôle et votre engagement maintenant au présent ici au temple. Alors moi, je suis public relation, c'est-à-dire je m'occupe des relations publiques, donc j'accueille les gens, tous les visiteurs déjà qui veulent découvrir le lieu, parce qu'il y a un magnifique temple traditionnel dont on a mis 20 ans pour le construire, qui est magnifique. Et puis après, je viens, quand il y a des gens qui viennent pour avoir des conseils sur le bouddhisme, pour répondre aux questions, voilà, on est un peu comme des psys, quelquefois. Et donc je suis voilà, relations publiques, c'est passionnant, c'est assez passionnant. Comment s'organisent vos journées? Alors moi, en fait, je fais méditation et action, donc je pratique dans ma chambre au monastère. Toute la matinée, hein, je ne sors pas de ma chambre. Donc je pratique la méditation, la récitation de prières, de mantras. Et puis l'après-midi, je reçois les gens. Je m'occupe aussi de personnes en retraite, petite retraite d'une semaine ou plus. Et puis le soir, je fais les différentes cérémonies avec les autres moines et les moniales aussi. Et donc je partage mon temps entre la méditation et l'action. Alors évidemment, quand on prend les vœux de moine, on reçoit un nom tibétain. J'ai pris les vœux de moine dans la tradition Kagyupa, la tradition de Milarepa, la tradition orale. Et j'ai pris les vœux. D'abord, j'avais pris les vœux de refuge avec Kalu Rinpoche, l'ancien Kalu Rinpoche. Et j'ai pris les vœux de moine avec le 16e Karmapa, qui m'a donné le nom de Karma Tempa Namgyal, qui veut dire victorieux de l'enseignement du Bouddha. Oui, de toute façon, pour nous, la méditation, c'est une introspection, c'est un travail intérieur. Donc, quel que soit l'environnement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de retrouver le silence intérieur. Donc, quand on médite, en fait, on se concentre sur le va-et-vient du souffle, vous voyez, comme dans le zazen. Donc, on a une posture de méditation. Et donc, juste prendre conscience du souffle, sans suivre le flot de toutes les pensées, ni sombrer dans un état de rien, de néant. Parce que la méditation, c'est pas un état d'oubli. Donc, d'être comme ça, très, très ouvert à tout ce qui se passe à l'extérieur de soi et à l'intérieur de soi. Alors après, que vous soyez bien sûr devant un paysage magnifique,
que vous soyez au supermarché, ça n'a aucune importance parce que vous êtes complètement aligné et donc toute la manifestation devient le jeu de l'esprit et devient une découverte quelque part. Et donc il n'y a pas d'endroit particulier pour méditer en fait. On peut méditer dans sa cellule, dans sa chambre, on peut méditer dans la nature, on peut méditer en conduisant la voiture, en faisant la cuisine. Donc c'est un travail sur soi intérieur. L'important c'est de retrouver le silence intérieur, arrêter tout ce parasitage des pensées, des passions, des émotions, donc revenir sur le souffle, ni sombrer dans des états où il n'y a plus personne, un état de rien, de néant ou de torpeur qui est très néfaste, et revenir sur cet état. Et après, quel que soit l'environnement, vous êtes présent à ça et il n'y a pas d'endroit particulier, on va dire. Alors, pour un voyageur comme moi, si un jour je me retrouve devant un paysage, comment je peux pratiquer la méditation? Bien, je crois comment je peux profiter vraiment du lieu pleinement sans être assailli par des idées Oui, alors c'est un entraînement, il faut s'entraîner à la méditation. Ce qui fait qu'une fois qu'on a vraiment l'esprit pacifié et tranquille et clair, et donc à ce moment-là, tout devient un objet de contemplation. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc si vous êtes devant un paysage merveilleux, c'est une contemplation extraordinaire. Mais vous pouvez être dans des situations plus négatives. Par exemple, vous assistez à un accident de voiture, ou vous assistez à quelque chose de dramatique, et vous restez dans cet état de contemplation quand même, l'esprit dans son état de clarté, de simplicité, sans jugement. Donc la méditation, ça va beaucoup plus loin que juste une contemplation de la nature. Donc c'est un entraînement que l'on doit faire d'abord sur son coussin, plus ou moins chez soi, et après, quel que soit le lieu où on est, quelle que soit l'activité même, conduire la voiture, faire la cuisine, travailler, on est toujours dans cet état de méditation. Et la manifestation, elle est variée, on est toujours ouvert à la manifestation. Oui, mais est-ce que comme moi, par exemple, quand je suis devant un paysage, parce que moi, quand je pratique, quand je suis devant un paysage, j'essaie de m'imaginer un petit peu l'essence un peu originelle, par exemple, de la végétation, comment elle a grandi, de quelle manière, d'où viennent les animaux, comment ils vivent, de voir un petit peu le temps fluctuer autour de moi et de vivre aussi avec les conditions dont je suis en contact, comme le vent, la température, l'assise aussi où je suis, si je suis bien installé ou pas, si la lumière est trop forte, si je suis à la chaleur ou au froid. Est-ce que ça vous arrive de ressentir ces mêmes choses quand vous êtes... Alors il y a une différence, il y a vraiment une différence entre méditation et contemplation. Donc quand on parle de contemplation, il y a un objet de l'esprit. Donc alors à ce moment-là, on peut être en contemplation devant la nature, donc évidemment apprécier tous les sons de la nature et tout ce qui se passe dans cet état de contemplation. Alors ça peut se faire aussi en écoutant de la musique, en faisant de la peinture. Oui, s'il y a un objet de l'esprit, c'est de la contemplation. La méditation en fait est sans objet. C'est-à-dire que votre esprit il n'est pas focalisé sur un objet quel qu'il soit. Donc l'objet de la méditation, c'est l'esprit lui-même. Et à ce moment-là, vous pouvez méditer dans toutes circonstances et dans tout lieu. Est-ce que pendant la pratique de la méditation, alors peut-être que c'est plus lié par exemple à la sophrologie ou l'hypnose, la projection d'images mentales comme un paysage, est-ce que dans la méditation bouddhiste ou est-ce qu'on peut pratiquer ce genre de projection? Non, justement, pas du tout. On va parler du zen. Hein. Oui. Dans le zen, justement, il n'y a aucune projection mentale. Justement, on reste dans cet état de simplicité, en harmonie avec l'état ici et maintenant. Donc il n'y a pas de projection ou de visualisation, quelle qu'elle soit, comme dans la sophrologie ou l'hypnose. C'est vraiment très différent. Mais de toute façon, la sophrologie et l'hypnose se sont basées, comme la MBSR, sur le bouddhisme. Du coup, est-ce que vous voyagez assez souvent? Vous voyagez de temps en temps? Est-ce qu'il y a des lieux qui vous ont marqué plus que d'autres? Moi, je voyage énormément. J'ai fait 8 voyages en Orient. Donc, je suis allé plusieurs fois en Inde, au Népal, au Ladakh, au Tibet. Je suis allé 2 fois en Chine. Et puis après, j'ai voyagé, quand j'étais jeune, beaucoup en Europe, aux États-Unis, bien sûr.
Mais maintenant que je suis vraiment dans la méditation, tout devient objet de contemplation pour moi. Donc je ne suis plus attaché à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, ni à aucun lieu en particulier. Tout est toujours une découverte. Vous voyez. Donc que je sois ici, dans la nature, que je sois place de l'Opéra à Paris ou au supermarché, c'est toujours un objet de contemplation pour moi. Et étant plus jeune, est-ce qu'il y avait quand même des lieux où vous dites ah, ça m'a particulièrement plus nourri, ça m'a particulièrement plus apporté? Je pense que la découverte de l'Asie est quand même... Oui, moi je suis très très attiré par les montagnes sacrées. Et donc je suis allé au Mont Kailash au Tibet. Je suis allé dans différents lieux. Vraiment, c'est très impressionnant. Puis après, bon, j'ai fait plein de voyages. Je suis allé, quand j'étais jeune, je suis allé à Jérusalem. Je suis allé, il n'y a pas très longtemps, à Assise. J'ai fait Compostelle. Vous voyez, j'ai fait plein de lieux sacrés. Évidemment, je suis très impressionné par les lieux sacrés. Et le mont Bogarash. Oui. Il me manque plus que le mont Fidji au Japon, mon palmarès. D'accord, Oui. très bien. Je vous remercie pour ce premier entretien. Voilà, merci à vous. Je suis très heureux de participer à cette vidéo. Merci beaucoup.